Que feriez-vous s'il ne vous restait plus que 900 $, votre dernier filet de sécurité dans un monde qui vous a déjà presque tout pris? Les dépenseriez-vous pour une maison abandonnée dont personne ne voulait? C'est exactement ce qu'a fait une mère désespérée. Mais ce qu'elle a découvert derrière ces murs décrépits n'était pas seulement de la poussière et de la décomposition. C'était un secret valant des milliards de dollars, et suffisamment dangereux pour que quelqu'un y perde la vie. Maya Coleman avait 34 ans, une ancienne infirmière dont la vie dégringolait depuis 6 mois. L'hôpital de campagne où elle avait travaillé pendant 8 ans avait brusquement fermé, la privant du revenu stable sur lequel elle comptait pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils de 12 ans, Ethan. Ethan n'était pas un enfant comme les autres. Il souffrait d'un asthme sévère qui nécessitait des médicaments coûteux et un contrôle environnemental minutieux, ce que Maya pouvait à peine se permettre même lorsqu'elle avait son poste d'infirmière. Désormais, elle cumulait 2 emplois payés au salaire minimum, le matin dans un café local et le soir dans une supérette. Elle voyait à peine son fils, dormait à peine, et maintenait à grand-peine la tête hors de l'eau. Puis vint le coup de grâce. Leur propriétaire avait décidé de vendre l'immeuble, ne laissant à Maya que 30 jours pour trouver un nouveau logement. Sur un marché locatif aux prix exorbitants, rien n'entrait, même de loin, dans son budget. Rien. Tout ce qui lui restait, c'était 9 cents $ économisés sur un fonds d'urgence, de l'argent qu'elle avait mis de côté dollar par dollar pendant presque un an. C'était leur dernier filet de sécurité financier, et elle savait qu'une fois cet argent disparu, il n'y aurait plus rien entre eux et le désastre complet. C'est alors que Maya se souvint de ce que sa grand-mère disait souvent. Parfois, il faut tout risquer pour tout sauver. Et c'est exactement ce qu'elle s'apprêtait à faire. Une nuit d'insomnie, alors que Maya parcourait sur son téléphone des annonces de location inabordables, une publicité attira son attention. Le comté organisait une vente aux enchères de propriété pour impôts impayés. Elle n'avait jamais envisagé d'acheter une maison, pas avec sa cote de crédit et sa situation financière, mais la curiosité la poussa à cliquer sur le lien. La plupart des propriétés commençaient à des dizaines de milliers de dollars, bien au-delà de ses moyens. Mais ensuite, elle la vit. Une vieille ferme sur un terrain d'un peu plus d'1 hectare, avec une mise à prix de seulement 750 $. L'annonce était brève. Ferme abandonnée, environ 167 mètres carrés. Important problème structurel. Vendue en l'état, pas de raccordement au service public, propriété vacante depuis plus de 15 ans. La photo montrait une ferme blanche à 2 étages, à la peinture écaillée, aux fenêtres cassées et au jardin envahi par les mauvaises herbes. Elle ressemblait à quelque chose sorti d'un film d'horreur, mais c'était une maison avec un terrain, et la mise à prix était inférieure à son loyer mensuel. La meilleure amie de Maya, Tasha, pensa qu'elle avait perdu la tête. « Maya, ma chérie, il y a une raison pour laquelle c'est si bon marché », lui dit Tasha devant un café le lendemain matin. Cet endroit a probablement des fondations qui s'effondrent ou de la moisissure noire, ou les deux. Et l'asthme d'Ethan? Et où trouverais-tu l'argent pour la retaper? Je ne sais pas, admit Maya. Mais je sais que dans 29 jours, nous n'aurons nulle part où vivre. Personne ne me louera un appartement avec ma situation financière. Et ça pourrait être quelque chose qui nous appartienne vraiment, quelque chose que personne ne pourra nous enlever. Le matin de la vente aux enchères, Maya se fit porter pâle à son travail au café. Elle enfila sa plus belle tenue, un manteau bleu qu'elle avait acheté des années auparavant pour des entretiens d'embauche, et glissa l'enveloppe contenant 900 $ en espèces dans son sac à main. Ses mains tremblaient en déposant Ethan à l'école. « Souhaite-moi bonne chance, mon cœur », dit-elle en l'embrassant sur le haut de la tête. « Pourquoi » demanda-t-il, confus. « Je te raconterai plus tard, promit-elle. Peut-être que j'aurai de bonnes nouvelles. » Le palais de justice du comté était intimidant. Ses halls en marbre étaient remplis de gens qui semblaient y avoir leur place. Des promoteurs immobiliers professionnels et des marchands de biens en costume sur mesure, l'air confiant. Maya serra plus fort son sac à main, se sentant complètement déplacée dans ses vêtements d'occasion. La salle des ventes était aménagée avec des rangées de chaises faisant face à une estrade. Maya prit place au fond, essayant de se faire invisible. Elle observa attentivement la vente des premières propriétés, apprenant le processus. Le commissaire-priseur annonçait la propriété, les enchères commençaient, et en quelques minutes, elle était vendue au plus offrant. La plupart des propriétés partaient bien au-dessus de leur mise à prix. L'espoir de Maya commença à s'amenuiser.
Même si la ferme commençait à 750 $, elle finirait probablement par se vendre des milliers de dollars de plus. Finalement, le commissaire-priseur annonça, au suivant, propriété numéro d'identification 45 872. Ferme abandonnée sur 1,3 hectare au 1428 Old Mill Road. Propriété vacante depuis environ 15 ans, présente d'importants problèmes structurels, aucun service public actuellement raccordé, vendu en l'état. Mise à prix, 750 $. Maya retint son souffle. Il y eut une longue pause. La salle semblait indifférente. Ai-je 750 $? Demanda à nouveau le commissaire-priseur. La main de Maya trembla légèrement en se levant. 750 $ de la dame au fond. Ai-je 800 $? Un homme dans un coin, regardant à peine son téléphone, leva la main. 800 $ de Monsieur Reynolds. Ai-je 850 $? Maya leva à nouveau la main. 850 $ de la dame en bleu. Ai-je 900 $? L'homme dans le coin leva les yeux de son téléphone et leva nonchalamment un doigt. 900 $ de Monsieur Reynolds. Ai-je 950 $? C'était le moment. Maya n'avait que 900 $. Elle ne pouvait pas aller plus haut. Elle devait faire un choix, utiliser chaque centime qu'elle possédait ou renoncer. Maya leva la main. 900 $, dit-elle. Le commissaire-priseur parut confus. L'enchère actuelle est de 900 $, madame. Offrez-vous 950 $? Non, dit-elle plus fort cette fois. J'offre 900 $, comme lui. Elle désigna l'homme dans le coin. Le commissaire-priseur les regarda tour à tour. Je crains que ce ne soit pas comme ça que ça fonctionne. L'enchère est déjà à 900 $. J'ai besoin de 950 $ ou plus. L'homme dans le coin était retourné à son téléphone, manifestement désintéressé. S'il vous plaît, dit Maya, la voix brisée. Je n'ai que 900 $. Un silence gêné envahit la pièce. Le commissaire-priseur s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Il jeta un coup d'œil à l'homme qui avait l'enchère actuelle, lequel ne prêtait même plus attention. Monsieur Reynolds, souhaitez-vous maintenir votre enchère de 900 $ pour la propriété? L'homme leva les yeux, évalua Maya un instant, puis haussa les épaules. Nan, je laisse tomber. Trop de boulot pour cette vieille bicoque. Elle peut l'avoir. Un immense soulagement submergea Maya. Était-ce vraiment en train de se produire? Une fois à 900 $ pour la dame en bleu. 2 fois à 900 $. Adjuge. Propriété numéro 45 872 pour 900 $. Maya resta assise, sous le choc, tandis que la salle passait à la propriété suivante. Elle venait d'acheter une maison pour 900 $, chaque centime qu'elle possédait au monde. Au bureau du greffier, elle tendit son argent liquide avec des doigts tremblants et reçut en retour un dossier de paperasse et une seule clé. « C'est la propriété Mercé, n'est-ce pas ?» demanda la greffière, une femme plus âgée aux yeux bienveillants. « Je ne sais pas, » admit Maya. « L'adresse est 1428 Old Mill Road. »« Oui, c'est la maison Mercé, » confirma la greffière, lançant à Maya un regard étrange. Peu de gens par ici oseraient toucher à cet endroit. Elle a toute une histoire. Quel genre d'histoire? Demanda Maya, soudain inquiète. La greffière sembla se reprendre. Oh, juste de vieilles histoires. Rien d'inquiétant. Elle est vide depuis longtemps, c'est tout. En quittant le palais de justice, clé en main, Maya ressentit un étrange mélange d'euphorie et de terreur. Elle venait de dépenser jusqu'au dernier sou pour une maison qu'elle n'avait même jamais vue de près. Une maison avec toute une histoire, quoi que cela puisse signifier. Elle s'assit un long moment dans sa vieille voiture, puis sortit son téléphone et appela l'école d'Ethan. C'est Maya Coleman. Je dois récupérer mon fils plus tôt aujourd'hui. Une pause. Oui, c'est une urgence familiale. Une bonne, en fait. 20 minutes plus tard, Ethan grimpait sur le siège passager, le visage inquiet. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Maya se tourna vers lui, ayant du mal à croire ce qu'elle allait dire. Ethan, nous avons une maison. Une vraie maison qui nous appartient. Personne ne pourra plus jamais nous faire partir. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu as acheté une maison? Comment?
Avec quel argent? Avec tout notre argent, admit-elle. J'ai pris un risque énorme. Tu veux la voir? Ethan hocha la tête, l'excitation montant sur son visage. Maya ne l'avait pas vu aussi heureux depuis des mois. Alors qu'il traversait la campagne, Maya tenta de le préparer. Elle a besoin de beaucoup de travaux, mon cœur. Elle est vide depuis des années, mais elle est sur un terrain d'un peu plus d'1 hectare, et elle est entièrement à nous. Est-ce qu'il y a un jardin? On pourra avoir un chien maintenant? Demanda Ethan, son esprit s'emballant de possibilités. Elle a plus qu'un jardin. Elle a un terrain. Et peut-être qu'un jour on pourra avoir un chien. Mais d'abord, il faut la rendre habitable. Le GPS les dirigea sur des routes de plus en plus rurales jusqu'à ce qu'ils tournent dans une longue allée envahie par la végétation, presque cachée de la route principale. Au détour d'un virage, la maison apparut. Le cœur de Maya se serra. Elle avait l'air encore pire que sur les photos. La peinture blanche s'était écaillée pour révéler un bois grisonnant en dessous. Plusieurs fenêtres étaient cassées ou barricadées. Le porche d'entrée s'affaissait dangereusement d'un côté. Le jardin était complètement envahi par les mauvaises herbes et les broussailles qui atteignaient presque les fenêtres du rez-de-chaussée à certains endroits. Elle jeta un coup d'œil à Ethan, dont l'expression excitée s'était transformée en choc. « Maman, on va vivre ici. » Sa voix était faible. Maya se força a sorrir. Elle a besoin de travaux, mais elle est à nous. Pas de loyer, pas de propriétaire, juste nous. Ils restèrent assis dans la voiture un long moment, contemplant leur nouvelle maison. Finalement, Maya prit une profonde inspiration. Allons voir l'intérieur. La porte d'entrée grinça sinistrement lorsque Maya tourna la clé. Elle coinça d'abord, puis céda brusquement. L'odeur de moisi de l'abandon les frappa immédiatement. Poussière, moisissure, et la faible odeur des animaux qui avaient élu domicile dans la maison au fil des ans. Ils entrèrent prudemment dans une grande pièce à l'avant. Sans électricité, la seule lumière provenait des fenêtres sales et de la porte ouverte derrière eux. Maya utilisa la lampe de poche de son téléphone pour regarder autour d'elle. L'intérieur était un désordre de plâtre tombé, de déjections animales et de débris. Des taches d'eau marquaient le plafond là où le toit avait fui. De vieux meubles recouverts de poussière subsistaient dans certaines pièces. Un canapé affaissé, un fauteuil à bascule en bois, des étagères avec quelques livres moisis encore en place. Ils se déplacèrent prudemment de pièce en pièce au rez-de-chaussée. Un grand salon, une salle à manger, une cuisine avec des appareils électroménagers anciens, et une petite salle de bain avec une baignoire à pattes de lion. Malgré le désordre, Maya pouvait voir que la maison avait autrefois été belle, avec du parquet sous la crasse et des boiseries détaillées autour des portes. « On peut monter ?» demanda Ethan, sa voix résonnant dans la maison vide. « Laisse-moi vérifier si c'est sûr d'abord, » dit Maya, posant son pied avec précaution sur la première marche. Les escaliers grincèrent mais semblaient assez solides. À l'étage, ils trouvèrent 4 chambres et une autre salle de bain. Dans une pièce, du papier peint à fleurs délavées se décollait des murs. Dans une autre, ce qui ressemblait à des dessins d'enfants était encore visible sur un mur. Ethan était resté silencieux pendant leur exploration, mais soudain il se mit à tousser, des toux sifflantes et profondes que Maya reconnut immédiatement comme une crise d'asthme déclenchée par la poussière et la moisissure. « Sortons d'ici, » dit-elle précipitamment, le guidant vers les escaliers. « Tu as besoin d'air frais. » Dehors, elle récupéra son inhalateur dans la voiture, et progressivement sa respiration redevint normale. Maya inspecta la propriété avec un sentiment de détresse. Que avait-elle fait? Comment pourrait-il vivre ici? Surtout avec l'asthme d'Ethan. Alors que le soleil commençait à se coucher, la réalité s'imposa. Il ne pouvait pas rester dans la maison cette nuit-là. Ce n'était ni sûr ni sain, mais il n'avait nulle part où aller et pas d'argent pour un hôtel. On dormira dans la voiture ce soir, décida Maya. Demain, on trouvera une solution. Ils inclinèrent les sièges autant que possible et utilisèrent la couverture de survie que Maya gardait dans le coffre. Alors qu'Ethan s'endormait, Maya regarda par la fenêtre la silhouette sombre de leur maison. Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. Avait-elle fait une terrible erreur? Avait-elle tout risqué pour finir quand même à la rue? Le matin, ils furent réveillés par le bruit d'un véhicule remontant l'allée. Un vieux pick-up se gara à côté d'eux et une femme âgée aux cheveux argentés en sortit, portant un panier.
Maya sortit prudemment de la voiture. Bonjour, lança la femme. J'ai cru voir de la lumière ici hier soir. Je suis Iris Barnes. J'habite un peu plus bas sur la route. Elle tendit le panier. Je vous ai apporté le petit déjeuner. Je me suis dit que vous en auriez besoin. Maya accepta le panier, qui contenait des muffins encore chauds, un thermos de café et une bouteille de jus d'orange. Merci. Je suis Maya Coleman et voici mon fils Ethan. Nous venons d'acheter cet endroit. Iris haussa les sourcils. Ah oui? Eh bien, vous êtes la première personne assez courageuse pour y mettre les pieds depuis la disparition de Joséphine Mercé. Disparu, répéta Maya. Iris hocha la tête. En 89, Joséphine s'est tout simplement volatilisée un jour. Certains disent qu'elle est partie comme ça. Mais ce n'était pas son genre. Elle a tout laissé derrière elle. Vêtements, voitures, affaires personnelles. La police a enquêté mais n'a jamais trouvé la moindre trace. Elle baissa la voix. C'est pour ça que les gens d'ici disent que l'endroit est maudit. Il est resté vide depuis. Ethan, maintenant debout à côté de Maya, demanda « Vous croyez qu'il est vraiment maudit ?» Iris lui sourit. « Je ne crois pas aux malédictions, jeune homme. Mais je crois que certaines maisons gardent des souvenirs. Joséphine était une femme bien. Elle a aidé beaucoup de gens par ici avec ses remèdes quand ils ne pouvaient pas se payer un médecin. » « Des remèdes ?» demanda Maya. C'était une herboriste. Elle cultivait toutes sortes de plantes médicinales sur cette propriété. Les gens venaient de loin quand ils avaient besoin de soins. Iris regarda pensivement le jardin envahi par les mauvaises herbes. Quelque part sous toute cette végétation sauvage, ces jardins sont probablement encore là. Pendant qu'il parlait, un autre véhicule approcha. Un pick-up différent, celui-ci plus récent. Un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et une adolescente qui semblait avoir à peu près l'âge d'Ethan en descendirent. « Bonjour, Iris », lança l'homme. « Je me doutais que vous seriez ici. » Il se tourna vers Maya. « Sam Reynolds. Voici ma fille, Lily. » Maya reconnut le nom. « Reynolds, étiez-vous à la vente aux enchères hier ?» Sam hocha la tête. « C'était moi. Je rénove des maisons parfois. Mais quand j'ai vu que vous étiez si déterminé à avoir celle-ci. » Il haussa les épaules. « On aurait dit que vous en aviez plus besoin que moi. » Maya ressentit une vague de gratitude. « Merci. Je ne sais pas quoi dire. »« Ne me remerciez pas encore, » répondit Sam avec un sourire entendu. « Cet endroit est un monstre. J'ai apporté quelques outils pour vous aider à évaluer ce à quoi vous avez affaire. » Maya hésita. « Je ne peux payer personne pour m'aider. J'ai dépensé chaque centime pour acheter la maison. »« Est-ce que j'ai demandé à être payé ?» dit Sam d'un ton bourru. « C'est juste de la courtoisie entre voisins. En plus, personne ne devrait affronter la maison Mercé seule. » Pour la première fois depuis la vente aux enchères, Maya sentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'il n'était pas complètement seul dans cette histoire, après tout. Au cours des jours suivants, Maya découvrit l'ampleur de la tâche pour rendre la maison habitable. Sam, entrepreneur de métier, lui donna la vérité brute après avoir inspecté la propriété. La bonne nouvelle, c'est que les fondations sont solides. De la pierre d'origine des années 1800, construite pour durer. La mauvaise nouvelle, c'est à peu près tout le reste, expliqua-t-il alors qu'il se tenait dans ce qui deviendrait la cuisine. Le toit a besoin d'être entièrement refait. Le câblage électrique est ancien et dangereux. La plomberie est fichue, et il y a assez de moisissures ici pour rendre n'importe qui malade, sans parler d'un gamin asthmatique. Le cœur de Maya es serra. Combien coûterait la réparation de tout ça? Sam hésita. Au minimum 30 000 $. Et ça, c'est si je fais le travail au prix coûtant et que vous m'aidez. Le chiffre frappa Maya comme un coup de poing. 30 000 $ aurait aussi bien pu être 30 millions avec sa cote de crédit. Aucune banque ne lui prêterait quoi que ce soit. Je n'ai pas ce genre d'argent, admit-elle. Je n'ai même pas assez pour un hôtel ce soir. Sam se gratta la barbe, pensif. J'ai une caravane que vous pouvez utiliser pour l'instant. Ce n'est pas luxueux, mais c'est propre et la plomberie fonctionne. On peut la garer sur la propriété. Maya Ravala S.A. 4.
Nous vous rembourserons d'une manière ou d'une autre. On trouvera bien une solution, fut tout ce que dit Sam. Pendant ce temps, Ethan et Lily avaient exploré la propriété envahie par la végétation, en gardant une distance de sécurité par rapport à la maison elle-même. Ils découvrirent les restes de ce qui avait dû être un grand jardin, maintenant sauvage et envahi, et un vieux puits avec une margelle en pierre. « Maman !» appela Ethan avec excitation en courant vers la maison. « Il y a des pommiers là-bas, des tonnes. » Et Lily dit que certaines des plantes qui poussent partout sont des herbes, pas seulement des mauvaises herbes. Lily, qui avait suivi à un rythme plus mesuré, hocha la tête. « Ma grand-mère m'a appris des choses sur les herbes. Il y a de la lavande, du thym, de la menthe, et d'autres que je ne reconnais pas qui poussent partout là-bas. Elles sont retournées à l'état sauvage, mais elles ont été plantées, ce n'est pas aléatoire. » Maya se souvint de ce qu'Iris avait dit à propos de Joséphine Mercé, l'herboriste. D'une certaine manière, savoir que l'ancienne propriétaire avait été une guérisseuse comme elle, une infirmière, créa une étrange connexion à travers le temps. Ce soir-là, alors que Maya et Ethan s'installaient dans la caravane empruntée, elle tenta de maintenir une attitude positive pour le bien de son fils. « C'est comme du camping, non ? Une aventure. » Ethan resta silencieux un moment, puis demanda « Pourquoi as-tu acheté cet endroit, maman ? Vraiment ?» Maya réfléchit à la façon de répondre. « Parce que j'étais désespérée, » admit-elle finalement. « Parce que j'étais sur le point de tout perdre, et parfois, quand on est tout au fond, il faut prendre un risque insensé. » Elle le regarda sérieusement. « Je suis désolée si j'ai fait le mauvais choix. »« Tu n'as pas fait le mauvais choix, » dit Ethan avec une conviction surprenante. « Cet endroit semble, je ne sais pas, important d'une certaine manière, comme si nous étions censés être ici. » Cette nuit-là, après qu'Ethan se fut endormi, Maya s'assit à l'extérieur de la caravane sur une chaise pliante, fixant la silhouette sombre de la maison. La lune presque pleine projetait suffisamment de lumière pour voir le contour du bâtiment se détacher sur le ciel nocturne. Tandis qu'elle regardait, elle aurait juré voir une faible lumière bouger derrière l'une des fenêtres de l'étage, comme si quelqu'un portant une bougie était passé par là. Mais c'était impossible. Il n'y avait pas d'électricité, et personne d'autre n'était là. Maya se frotta les yeux. Elle était épuisée, et son esprit lui jouait des tours. Pourtant, en fixant la fenêtre, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelqu'un la regardait en retour. Les jours suivants établirent une routine. Maya travaillait son service du matin au café, puis passait l'après-midi à essayer de nettoyer la maison suffisamment pour la rendre un minimum habitable. Ethan allait à l'école, puis la rejoignait après, portant un masque anti-poussière pour protéger ses poumons. Sam passait la plupart des jours après la fin de son propre travail, s'attaquant aux problèmes structurels les plus dangereux. Il refusait tout paiement, disant seulement « Vous pourrez me rembourser quand vous serez remise sur pied. » Iris apportait de la nourriture et des histoires sur Joséphine Mercé, brossant le portrait d'une femme brillante et indépendante qui s'était installée dans la communauté rurale au début des années 1980. Selon Iris, Joséphine avait la trentaine quand elle avait acheté la ferme. Déjà une herboriste accomplie avec une formation formelle en botanique. C'était une citadine à l'origine, expliqua Iris un soir alors qu'elles étaient assises à l'extérieur de la caravane. Elle avait fait de grandes études, bien qu'elle n'ait jamais beaucoup parlé de son passé. Elle disait qu'elle était venue ici chercher la paix et l'espace pour cultiver ses jardins. « À quoi ressemblait-elle » demanda Maya, essayant d'imaginer la femme qui avait vécu dans leur maison. Une belle femme, grande, avec les yeux les plus frappants, un bleu, un brun. Sa mère était jamaïcaine, son père blanc. Elle avait ce rire merveilleux qui vous donnait envie de rire aussi, même si vous ne saviez pas ce qui était drôle. Et elle a juste disparu. Sans prévenir. Le visage d'Iris devint sérieux. Aucun avertissement. Quoique, en y repensant, elle semblait anxieuse ces dernières semaines. Moins ouverte, regardant toujours par-dessus son épaule. Je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas, mais elle a juste dit qu'elle travaillait sur un projet important et qu'elle avait besoin de se concentrer. La police avait-elle des théories ? Ils n'ont pas vraiment cherché, si vous voulez mon avis. Une jeune femme noire vivant seule dans une zone rurale. Ils ont supposé qu'elle était juste partie, même avec toutes ses affaires encore ici. Au fil des jours, Maya ne pouvait s'empêcher de penser à Joséphine. Qui était-elle ?
Que lui était-il arrivé? Et pourquoi Maya ressentait-elle une connexion si forte avec une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée? Un soir, alors qu'elle nettoyait ce qui deviendrait la chambre d'Ethan, Maya remarqua qu'une lame de plancher bougeait légèrement quand elle marchait dessus. Curieuse, elle s'agenouilla pour l'examiner. La lame était lâche, et quand elle la souleva avec un tournevis, elle découvrit un petit espace en dessous. Le cœur battant, elle éclaira la cavité avec sa lampe de poche. Il y avait quelque chose là, une boîte en métal de la taille d'un gros livre à couverture rigide. Elle la sortit avec précaution. La boîte en fer blanc était vieille, sa surface ternie, mais toujours solide. Il n'y avait pas de serrure, juste un simple loquet. Maya hésita, se sentant comme si elle s'immisçait dans l'espace privé de quelqu'un. Mais c'était sa maison maintenant, et quels que soient les secrets qu'elle détenait, ils lui appartenaient aussi. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, protégés des éléments qui avaient tant endommagé la maison, se trouvaient 3 objets. Un journal relié en cuir, une petite pile de photographies et une clé en laiton ouvragé. Maya souleva d'abord le journal. La couverture était douce à force d'âge et d'usage. Les pages légèrement jaunies sur les bords. En l'ouvrant à la première page, elle lut « Propriété de Joséphine Éléanore Mercé, 1982 ». C'était le journal personnel de Joséphine. Les mains de Maya tremblaient légèrement tandis qu'elle tournait soigneusement les pages. L'écriture était nette et précise, détaillant les pensées et les expériences de Joséphine alors qu'elle établissait sa nouvelle vie à la ferme. Les premières entrées étaient pleines d'espoir et de projets. Croquis de plans de jardin, liste de plantes médicinales, notes sur l'écosystème local. Joséphine écrivait sur la rénovation de la maison, se liant d'amitié avec des voisins, y compris une Iris beaucoup plus jeune, et sa joie d'avoir de l'espace pour cultiver son jardin de guérison. En lisant plus loin, Maya découvrit que Joséphine n'était pas n'importe quelle herboriste. Elle avait un doctorat en biochimie botanique de l'université Cornell et avait travaillé dans la recherche pharmaceutique avant de partir pour poursuivre ses propres études. La recherche en entreprise est trop contrainte par les motivations de profit, avait écrit Joséphine. La nature a fourni des remèdes à tant de maux, si seulement nous l'abordons avec respect plutôt qu'avec exploitation. Ici, je peux combiner les connaissances traditionnelles avec la science moderne, libre d'actionnaires et de brevets. Maya regarda ensuite les photographies. Elle montrait une femme remarquable aux traits métissés, exactement comme Iris l'avait décrite, grande et élégante avec des yeux hétérochromes distinctifs. De nombreuses photos montraient Joséphine dans ses jardins, entourée de plantes à divers stades de croissance. D'autres montraient la maison lorsqu'elle était bien entretenue, avec des vignes en fleurs couvrant le porche et des allées soignées menant à différentes zones du jardin. La clé en laiton était lourde dans la main de Maya, ouvragée et démodée. Aucune idée de ce qu'elle pouvait ouvrir, mais elle la plaça soigneusement dans sa poche. Alors qu'elle continuait à lire le journal, les entrées devinrent de plus en plus techniques, avec des composés chimiques et des structures moléculaires que Maya, malgré sa formation d'infirmière, ne pouvait pas entièrement comprendre. Joséphine écrivait sur un composé végétal particulier qu'elle isolait et qui montrait une efficacité remarquable contre quelque chose appelé le syndrome de Cartur. Maya reconnut ce nom. Le syndrome de Cartur était une maladie auto-immune rare qui provoquait une défaillance progressive des organes. Il portait le nom du médecin qui l'avait identifié pour la première fois dans les années 1970. En tant qu'infirmière, elle savait que c'était essentiellement une condamnation à mort. Des traitements coûteux pouvaient ralentir sa progression, mais pas l'arrêter. Les dernières entrées du journal prirent une tournure plus sombre. Joséphine écrivait à propos de quelqu'un qu'elle désignait uniquement par les initiales RP, qui avait montré un intérêt inhabituel pour ses recherches. RP est revenu aujourd'hui, lisait-on dans une entrée d'avril 1989. Son offre a augmenté à 7 chiffres, mais l'argent n'est pas le problème. Je ne fais pas confiance à ce que sa société ferait de cette recherche. Le composé devrait être accessible à tous ceux qui en ont besoin, et non verrouillé derrière des brevets et des prix exorbitants. Il n'a pas bien pris le rejet. Il a dit que je devrais reconsidérer, que les choses pourraient devenir difficiles pour moi si je continuais à refuser. La toute dernière entrée, datée du 15 mai 1989, était brève et glaçante. Quelqu'un était dans le laboratoire la nuit dernière pendant que je dormais. Rien ne semble manquer, mais des papiers ont été déplacés. Je déplace tout ce qui est important vers l'emplacement secondaire ce soir. S'il m'arrive quelque chose,
La vérité est cachée là où seule la bonne personne la trouvera. RP n'aura jamais mon travail. Après cela, plus rien. Les pages restantes étaient vierges. Maya était assise sur le sol poussiéreux, tenant le journal, un frisson lui parcourant l'échine malgré la soirée chaude. Joséphine avait craint pour sa sécurité, avait caché ses recherches, puis avait disparu. Ce n'était pas seulement une maison abandonnée que Maya avait achetée. C'était une scène de crime. Et quelque part sur la propriété, Joséphine Mercé avait caché une percée médicale qui valait la peine de tuer. Maya ne put dormir cette nuit-là. Le journal, les photos, et surtout la dernière entrée menaçante de Joséphine, lui revenaient sans cesse à l'esprit. Elle avait tant de questions. Qui était RP? Qu'avait découvert Joséphine exactement? Et surtout, que lui était-il arrivé? Le matin, plutôt que d'aller travailler, Maya se fit porter pâle et se rendit à la bibliothèque locale. Le vieux bâtiment abritait une petite archive de journaux locaux sur microfiche et une section dédiée à l'histoire locale. La bibliothécaire, une femme d'une 60aine d'années, haussa les sourcils quand Maya posa des questions sur Joséphine Mercé. « Vous faites des recherches sur l'affaire Mercé ?» demanda-t-elle. « Où venez-vous d'acheter cette vieille maison sur Mill Road ?» Les nouvelles voyageaient vite dans les petites villes. Les deux, en fait, admit Maya. J'essaie de comprendre ce qui lui est arrivé. La bibliothécaire conduisit Maya à un classeur contenant les archives des journaux. C'est classé par date. Joséphine Mercé a disparu en mai 1989. Les plus gros articles datent des semaines juste après. Puis des suivis quand l'affaire est devenue classée sans suite. Elle marqua une pause. Je la connaissais, vous savez. J'allais la voir parfois quand mon arthrite me faisait souffrir. Elle fabriquait une pommade qui fonctionnait mieux que tout ce que j'ai essayé depuis. Les microfiches révélèrent exactement ce qu'Iris avait suggéré. Une enquête superficielle avec un minimum d'effort. Le titre du 27 mai 1989 disait « Herboriste local porté disparu, acte criminel ou disparition volontaire ». L'article détaillait comment une voisine Iris, réalisa Maya, avait signalé la disparition de Joséphine après ne pas l'avoir vue pendant plusieurs jours. La police n'avait trouvé aucun signe de lutte dans la maison, bien que la voiture de Joséphine soit toujours dans le garage et que toutes ses affaires personnelles soient restées. La théorie dominante semblait être qu'elle était peut-être partie de son plein gré pour des raisons personnelles. Un article de suivi datant de 2 semaines plus tard mentionnait que la police avait épuisé toutes les pistes et réduisait l'enquête. Il y avait une citation du shérif de l'époque. « Certaines personnes veulent juste disparaître et recommencer à zéro. Sans preuve d'acte criminel, nous ne pouvons pas faire grand-chose de plus. » Maya n'arrivait pas à croire avec quelle rapidité l'affaire avait été classée. Une brillante scientifique avait disparu sans laisser de traces, laissant derrière elle tout ce qu'elle possédait, et les autorités avaient essentiellement haussé les épaules. Dans la section d'histoire locale, elle trouva un petit livre sur les résidents importants du comté. Joséphine y avait une brève mention. Joséphine Mercé, née en 1956, est arrivée dans notre communauté en 1982, s'établissant comme une herboriste et chercheuse en botanique compétente. Diplômée de l'université Cornell, Mademoiselle Mercé a choisi notre comté rural pour sa biodiversité et ses terres non développées. Sa disparition en 1989 reste non élucidée. Maya prit des photos de tout ce qu'elle trouva, puis demanda à la bibliothécaire « Savez-vous si quelqu'un nommé RP était lié à Joséphine ?» La bibliothécaire réfléchit un instant. « Pas que je me souvienne de tête, mais il y avait un homme élégant d'une société pharmaceutique qui est venu la voir plusieurs fois. Je m'en souviens parce qu'il avait l'air tellement déplacé. Costume cher, voiture de luxe, les gens l'avaient remarqué. Vous souvenez-vous de quelle société pharmaceutique? Quelque chose avec un R, je crois. Radcliffe. Oui, Radcliffe Pharmaceuticals. Ils étaient importants à l'époque, et le sont toujours aujourd'hui. Le rythme cardiaque de Maya s'accéléra. RP pouvait être la société elle-même ou quelqu'un qui y travaillait. Elle remercia la bibliothécaire et se dirigea vers un café avec accès à Internet pour poursuivre ses recherches. Radcliffe Pharmaceuticals était en effet toujours un acteur majeur de l'industrie, avec une portée mondiale et des milliards de revenus annuels. Leur page d'histoire d'entreprise mentionnait que de 1975 à 2005, la société avait été dirigée par le PDG et président Richard Patton.
Richard Patton. RP. Maya trouva une vieille photographie de Patton datant d'un magazine économique de 1990. Il avait alors la cinquantaine, les cheveux gris acier et les yeux froids, acceptant un prix pour l'innovation pharmaceutique. Elle creusa plus profondément, cherchant tout lien entre Radcliffe Pharmaceuticals et le syndrome de Cartur, la maladie sur laquelle Joséphine faisait des recherches. Après près d'une heure, elle trouva quelque chose. Un petit article de 1988 mentionnant que Radcliffe avait développé un traitement pour le syndrome de Cartur, mais avait abandonné les recherches après des essais cliniques infructueux. La chronologie correspondait parfaitement. Radcliffe n'avait pas réussi à développer un traitement. Joséphine, travaillant indépendamment, y était parvenue. Richard Patton avait essayé d'acheter ses recherches. Elle avait refusé, et peu de temps après, elle avait disparu. Quand Maya retourna à la propriété cet après-midi-là, elle trouva Sam en train de travailler sur le toit. Elle se demanda si elle devait partager ce qu'elle avait découvert. Elle le connaissait à peine, mais quelque chose lui disait qu'elle pouvait lui faire confiance, et elle avait besoin d'alliés. Alors que Sam descendait de l'échelle, Maya s'approcha de lui. « Puis-je vous parler de quelque chose d'étrange ?» Sam Zessoya les meins zur UN-Chiffon. L'étrange, c'est ma spécialité. Qu'est-ce qui se passe? Maya lui montra le journal et expliqua ce qu'elle avait appris sur Joséphine et ses recherches. Sam écouta sans l'interrompre, son expression devenant de plus en plus sérieuse. « Je connaissais Joséphine, » dit-il finalement quand Maya eut terminé. « Pas bien, mais j'ai fait quelques travaux sur cette maison pour elle environ 1 an avant sa disparition. C'était une personne bien. Elle a aidé ma femme quand elle était malade. » Votre femme. Maya ne l'avait pas entendu mentionner une épouse auparavant. Elle est décédée. D'un cancer. Les remèdes de Joséphine ne l'ont pas guérie, mais ils ont aidé à soulager la douleur quand rien d'autre ne fonctionnait. Sam regarda vers les jardins envahis par la végétation. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de louche dans la disparition de Joséphine. Elle aimait trop cet endroit pour simplement partir. Je pense que Richard Patton de Radcliffe Pharmaceuticals y est pour quelque chose, dit Maya. Mais je ne peux rien prouver et je n'ai aucune idée de ce qui lui est arrivé. Sam réfléchit. Et cette clé que vous avez trouvée? Une idée de ce qu'elle ouvre? Maya sortit la clé en laiton de sa poche. Rien dans la maison que j'ai trouvé jusqu'à présent. Elle n'est peut-être pas pour la maison elle-même. Joséphine avait plusieurs dépendances sur la propriété. Une serre, un hangar, et je lui avais construit un petit laboratoire derrière la maison. La plupart se sont effondrés au fil des ans, mais il pourrait rester quelque chose. Ce soir-là, après qu'Ethan se fut endormi, Maya et Sam explorèrent la propriété avec des lampes de poche. La serre n'était plus qu'une fondation, des éclats de verre éparpillés autour. Le hangar s'était partiellement effondré, son contenu endommagé depuis longtemps par les intempéries et les animaux. Le laboratoire devrait être par là, dit Sam, la guidant à travers les hautes herbes. C'était une structure solide, fondation en béton avec une bonne isolation. Ils se frayèrent un chemin à travers un fourré de ronces et se retrouvèrent face à ce qui ressemblait à un petit bunker, partiellement repris par les vignes et la mousse. La porte était en métal, rouillée mais intacte, avec une serrure à l'ancienne. La main de Maya trembla légèrement en insérant la clé en laiton. Elle tourna avec une facilité surprenante, comme si la serrure avait été récemment entretenue. La porte grinça en s'ouvrant pour révéler une petite pièce, peut-être de 3 mètres sur 3, en remarquablement bon état. « Quelqu'un s'est occupé de cet endroit », murmura Sam, balayant l'intérieur avec sa lampe de poche. Contrairement à la maison, le laboratoire ne montrait aucun signe d'intrusion animale ou de dommages sévères dus aux intempéries. Il était poussiéreux mais intact. Avec des étagères d'équipement, des bocaux de plantes séchées et un établi central. Un mur était couvert de diagrammes et de notes protégés par des cadres en verre. « Regardez ça », dit Maya en époussetant un microscope d'aspect moderne, bien plus sophistiqué que ce à quoi elle se serait attendue dans le laboratoire d'une herboriste rurale des années 1980. Sous l'établi, ils trouvèrent un petit coffre-fort, également avec une serrure qui correspondait à leur clé en laiton. À l'intérieur se trouvait une pile de cahiers remplis de formules détaillées, de diagrammes moléculaires et de résultats expérimentaux, tous écrits de la main précise de Joséphine.
Le dernier cahier contenait ce qui semblait être une percée, une formule complète pour un composé dérivé d'un hybride végétal spécifique que Joséphine avait développé, avec des résultats documentés montrant une efficacité de 94% dans le traitement du syndrome de Cartur. Je ne comprends pas tout ça, admit Maya. Mais d'après ce que je peux dire, elle a créé quelque chose de révolutionnaire. Quelque chose qui pourrait sauver des milliers de vies, et quelque chose qui valait la peine de tuer, ajouta sombrement Samedi. Au fond du coffre-fort, ils trouvèrent une enveloppe scellée adressée simplement, pour celui ou celle qui trouvera ceci. Les doigts tremblants, Maya l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de la même écriture que le journal. Si vous lisez ceci, je suis probablement partie. Je m'appelle Joséphine Mercé, et je crains pour ma vie. Richard Patton de Radcliffe Pharmaceuticals m'a menacé à plusieurs reprises suite à mon refus de vendre mes recherches. Il ne peut accepter que j'ai développé ce que sa société n'a pas réussi à créer. La formule contenue dans ces cahiers peut sauver d'innombrables vies. Elle appartient à l'humanité, pas au profit des entreprises. J'ai caché des copies de mes recherches à plusieurs endroits, ainsi que des preuves des menaces de Patton. S'il m'arrive quelque chose, la vérité doit éclater. Faites confiance à votre instinct pour savoir qui peut vous aider. La maison choisit ses gardiens avec sagesse. Joséphine Mercé, 16 mai 1989. Maya et Sam se regardèrent, le poids de la découverte s'installant entre eux. Nous devons être prudents, dit finalement Samedi. Si ce que Joséphine a écrit est vrai, nous avons affaire à des gens puissants qui s'en sont déjà sortis avec un crime. Mais ça fait plus de 30 ans, souligna Maya. Richard Patton doit être âgé maintenant, s'il est même encore en vie. Des gens comme ça protègent leur image et leur héritage, et Radcliffe est toujours une grande entreprise avec des milliards en jeu. Alors qu'il rassemblait soigneusement les cahiers pour les ramener à la caravane, Maya ressentit une étrange sensation, comme si quelqu'un les observait. Elle se retourna rapidement, balayant le laboratoire de sa lampe de poche, mais ne vit rien. Pourtant, le sentiment persista alors qu'il retraversait la propriété envahie par la végétation. Pas une présence menaçante, mais une présence vigilante, presque protectrice. Cette nuit-là, Maya rêva d'une femme aux yeux dépareillés se tenant dans un jardin luxuriant, souriant et lui faisant signe d'avancer. Quand elle se réveilla, une odeur de lavande flottait dans l'air de la caravane, bien qu'il n'y en eût aucune présente. Le lendemain matin, Maya appela la seule personne qui, selon elle, pourrait comprendre la portée scientifique de ce qu'ils avaient trouvé. Le docteur Ella Chen, son ancienne superviseure à l'hôpital et une chercheuse médicale respectée. « Maya, c'est bon de vous entendre », dit le docteur Chen en répondant. « Comment allez-vous ? » « C'est compliqué. J'ai besoin de vos conseils sur quelque chose, mais ça doit rester confidentiel. Pouvons-nous nous rencontrer ? Elles convinrent de se retrouver dans un café de la ville voisine où Maya ne serait pas reconnue. Maya apporta des copies des pages les plus importantes des recherches de Joséphine, enfermant soigneusement les originaux dans le coffre-fort du camion de Samedi. Le docteur Chen écouta l'histoire de Maya avec un étonnement croissant, examinant les pages de recherche avec des yeux experts. « C'est remarquable, » dit-elle finalement. Si ces résultats sont exacts, cette femme a développé un protocole thérapeutique complet pour le syndrome de Cartur des décennies avant la recherche actuelle, et en utilisant des composés naturels avec des effets secondaires minimes. Elle leva les yeux vers Maya. « Comprenez-vous ce que vous avez trouvé ? » « Je crois que oui, » dit Maya. « Mais j'ai besoin de l'entendre de votre part. Vous avez trouvé une percée médicale valant des milliards de dollars. Le syndrome de Cartur ne touche qu'environ 50 000 personnes dans le monde, mais il n'existe actuellement aucun traitement efficace. Les patients ne survivent généralement que 3 à 5 ans après le diagnostic. Un remède serait monumental. Mais ce n'est pas à moi, souligna Maya. C'est le travail de Joséphine. Juridiquement compliqué puisqu'elle est portée disparue depuis des décennies et présumée morte. Mais éthiquement, vous avez raison. Le docteur Chen étudia Maya pensivement. Qu'avez-vous l'intention de faire de cette découverte ? Je ne sais pas encore, mais je sais que je veux honorer les souhaits de Joséphine, qu'elle profite aux gens, pas seulement au profit. Le docteur Chen hocha la tête. J'ai des contacts en éthique de la recherche médicale et en droit des brevets. Laissez-moi passer quelques appels. En attendant, soyez extrêmement prudente.
Si votre théorie sur Richard Patton est correcte, cette information est dangereuse. Je n'en ai parlé qu'à vous et à Sam Reynolds, un entrepreneur local qui m'aide avec la maison. Gardez ça comme ça pour l'instant. Et Maya, envisagez de faire des copies numériques de tout et de les stocker en lieu sûr en ligne. L'information ne peut pas disparaître si elle existe à plusieurs endroits. Quand Maya retourna à la propriété, elle trouva un SUV noir inconnu garé dans l'allée. Un homme grand et mince en costume chair parlait avec Sam près de la caravane. Ethan et Lily n'étaient nulle part en vue, ce qui rendit immédiatement Maya mal à l'aise. Alors qu'elle s'approchait, le visage de Sam était soigneusement neutre, mais ses yeux signalaient la prudence. « Ah, mademoiselle Coleman, » dit l'homme suavement. « Je me présentais justement à votre ami. Thomas Wright, du bureau du cadastre du comté. » Il lui tendit une carte de visite qui l'identifiait effectivement comme telle. « Que puis-je faire pour vous, monsieur Wright ?» demanda Maya, gardant une voix égale. « Juste une affaire de routine. Il semble qu'il y ait eu quelques irrégularités avec l'achat de votre propriété. Le comté examine plusieurs transactions de cette vente aux enchères, y compris la vôtre. » « Des irrégularités ?» répéta Maya. « Quel genre d'irrégularités ? » « Des détails techniques. La propriété n'a peut-être pas été correctement mise en vente. Les notifications appropriées aux parties intéressées n'ont peut-être pas été faites. Juste des problèmes de procédure. » Son sourire n'atteignit pas ses yeux. « En attendant, je voulais vous faire savoir que le comté pourrait avoir besoin de suspendre temporairement votre titre de propriété en attendant l'examen. » Maya sentit son rythme cardiaque s'accélérer, mais elle garda son sang-froid. « C'est étrange. La greffière n'a mentionné aucun problème lorsque j'ai rempli les documents. Ces préoccupations ont été soulevées ultérieurement. Je suis sûre que tout sera réglé, mais le processus pourrait prendre plusieurs mois. Pendant ce temps, techniquement, vous ne devriez pas occuper la propriété. Sam S. avance. Vous devrez fournir une documentation écrite de ces prétendues irrégularités ainsi que les codes spécifiques du comté cité. Ma cousine est avocate en droit immobilier. Elle voudra tout examiner. » Quelque chose vacilla sur le visage de Wright. De l'agacement peut-être, ou un nouveau calcul. « Bien sûr, je ferai envoyer ces documents. En attendant, mademoiselle Coleman, il y a une autre option qui pourrait vous intéresser. Le comté a été autorisé à vous offrir un règlement de 20 000 $ pour renoncer à votre droit sur la propriété. C'est plus de 20 fois ce que vous avez payé. » Maintenant, Maya comprenait. Il ne s'agissait pas d'irrégularité de procédure. Quelqu'un savait ce qu'elle avait trouvé et voulait qu'elle parte. « Je ne suis pas intéressée par la vente, » dit-elle fermement. « C'est ma maison maintenant. » L'attitude agréable de Wright se refroidit. « Je vous suggère fortement de considérer l'offre, mademoiselle Coleman. Les litiges immobiliers peuvent devenir compliqués, surtout pour quelqu'un dans votre situation financière. » Il lui tendit une carte. « Appelez-moi quand vous aurez reconsidéré. » Alors qu'il s'éloignait en voiture, Sam dit doucement : « Cet homme n'est pas du bureau du cadastre du comté. »« Comment le savez-vous ? » ?»« Parce que ma cousine qui est avocate en droit immobilier, elle est mariée au véritable responsable du cadastre du comté. Cet homme est un imposteur. » Maya sentit un frisson. Où sont Ethan et Lily ? À l'intérieur de la maison. Je les ai envoyés dedans quand il est arrivé. Je n'aimais pas la façon dont il regardait autour de lui. L'expression de Sam était sombre. Ça commence déjà. Quelqu'un sait ce que nous avons trouvé. Mais comment ? Nous avons été si prudents. Petite ville, les murs ont des oreilles. Ou peut-être. Sam jeta un coup d'œil vers le laboratoire qu'ils avaient découvert. Peut-être qu'ils surveillent cet endroit depuis le début, attendant de voir si quelqu'un trouvait un jour les recherches de Joséphine. Ce soir-là, Maya chercha en ligne des informations sur Thomas Wright et le bureau du cadastre du comté. Comme Sam l'avait soupçonné, aucun Thomas Wright ne figurait parmi les employés. La carte de visite avait l'air authentique, mais elle était fausse. Elle fit également des recherches sur le statut actuel de Radcliffe Pharmaceuticals. Richard Patton, maintenant octogénaire, n'était plus PDG, mais restait au conseil d'administration en tant que président émérite. Son fils, Richard Patton Jr. était maintenant le PDG,
poursuivant le contrôle familial de l'entreprise. La société avait connu une croissance exponentielle depuis les années 1980, avec des revenus annuels dépassant les 50 milliards de dollars. Leurs principaux centres de profit étaient les traitements des maladies chroniques, des médicaments que les patients devaient prendre à vie plutôt que des remèdes qui élimineraient le besoin d'un traitement continu. En parcourant les actualités sur l'entreprise, un titre récent attira son attention. Radcliffe annonce des essais de phase 1 pour le traitement du syndrome de Cartur. Selon l'article, Radcliffe avait récemment relancé ses recherches sur le syndrome de Cartur, affirmant de nouvelles approches exclusives pour traiter la maladie. L'action de la société avait bondi de 12% à cette annonce. Maya s'ha sentit mal. Après avoir abandonné leurs recherches pendant des décennies, Radcliffe avait soudainement renouvelé son intérêt pour le syndrome de Cartur. Juste au moment où elle avait découvert la percée de Joséphine. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Le lendemain, Maya fit quelque chose qu'elle avait évité. Elle alla dans la maison principale pour nettoyer ce qui serait sa chambre. Malgré les progrès de Sam sur le toit et les problèmes structurels de base, l'intérieur était encore largement intact. Mais s'ils devaient faire face à des contestations de leur propriété, Maya était déterminée à montrer qu'ils y vivaient activement. En déblayant les débris de ce qui deviendrait sa chambre, elle remarqua quelque chose d'étrange sur une section du mur. Le motif du papier peint floral changeait subtilement, comme si une réparation avait été faite et que le papier peint de remplacement ne correspondait pas tout à fait. Curieuse, Maya décolla soigneusement le bord du papier peint. Derrière, il y avait un petit renfoncement dans le mur contenant une autre boîte en métal similaire à celle qu'elle avait trouvée sous le plancher. Cette boîte contenait des coupures de journaux de 1988 et du début de 1989, toutes liées à Radcliffe Pharmaceuticals. Un titre se démarquait: Radcliffe abandonne le traitement de Cartur après l'échec des essais. Un autre article détaillait comment l'action de Radcliffe avait chuté après l'annonce, les analystes remettant en question la direction de Richard Patton. La société avait investi plus de 100 millions de dollars dans le traitement raté. Il y avait aussi des photocopies de lettres de menaces, non signées mais écrites sur du papier à en-tête de Radcliffe, avertissant un destinataire anonyme des conséquences d'une interférence avec des recherches exclusives. Le plus troublant était une petite cassette audio étiquetée simplement « 10 mai 1989 ». Maya devait trouver un lecteur de cassette pour entendre ce qu'il y avait dessus. Cet après-midi-là, un autre visiteur arriva à la propriété. Une BMW élégante aux vitres teintées. La conductrice était une femme distinguée d'une quarantaine d'années, en tailleur de créateur et arborant un sourire professionnel. Mademoiselle Coleman, je suis Victoria Patton, vice-présidente des acquisitions de recherche chez Radcliffe Pharmaceuticals. Le sang de Maya se glaça. Patton, elle devait être apparentée à Richard Patton. Peut-être sa fille ou sa belle-fille. Que puis-je faire pour vous, Madame Patton ? Demanda Maya en gardant ses distances. Je crois comprendre que vous avez récemment acheté cette propriété. Radcliffe Pharmaceuticals a un intérêt historique pour ce terrain à des fins de recherche. Nous aimerions vous faire une offre généreuse, 250 000 $ en espèces pour la maison et tout son contenu, en l'état. Le montant était stupéfiant, suffisant pour résoudre tous les problèmes financiers de Maya et bien plus encore. Mais le moment et le lien avec Patton rendaient clair le véritable enjeu. Je ne suis pas intéressée par la vente, dit fermement Maya. Mais je suis curieuse. Pourquoi un géant pharmaceutique s'intéresserait-il à une maison abandonnée ? L'esaurire de Victoria resta figé. La propriété possède des spécimens botaniques uniques que nous suivons pour des recherches potentielles. Rien de sinistre, je vous assure. Elle tendit une carte de visite à Maya. Réfléchissez Y. $250 000 pourrait changer votre vie. Notre offre restera valable pendant 48 heures. Alors que la BMW s'éloignait, Sam, qui travaillait à proximité et avait tout entendu, s'approcha de Maya. Vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas ? Ils sont au courant des recherches de Joséphine. Ils veulent désespérément les récupérer. Mais après toutes ces années, pourquoi s'en soucierait-il encore autant ? Parce que sa formule fonctionne, dit simplement samedi. Et un traitement qui fonctionne vaut des milliards pour eux, surtout un qu'ils peuvent prétendre avoir développé eux-mêmes. Cette nuit-là, Maya utilisa un vieux lecteur de cassettes emprunté à Iris pour écouter la bande de la boîte cachée.
L'enregistrement était quelque peu étouffé, mais suffisamment clair. Je vous l'ai dit, Richard, mon travail n'est pas à vendre. La voix était féminine, avec une pointe d'accent. Joséphine Mercé, réalisa Maya avec un frisson. Tout le monde a un prix, docteur Mercé. Une voix masculine, froide et contrôlée. Dites le vôtre. Ce n'est pas une question d'argent. Votre société veut breveter ce composé et faire payer une fortune aux patients pour l'obtenir. Je veux qu'il soit accessible à tous ceux qui en ont besoin. Ne soyez pas naïve. Le développement coûte de l'argent. Les essais cliniques coûtent de l'argent. Vos essais ratés ont coûté de l'argent, rétorqua Joséphine. Les miens ont réussi parce que j'ai abordé le problème différemment. Et j'ai déjà tout documenté. La recherche existe avec ou sans Radcliffe. C'est là que vous vous trompez. La voix de l'homme se durcit. Sans les ressources de Radcliffe, votre petite découverte n'aidera jamais personne. Nous possédons la voie réglementaire. Nous possédons les canaux de distribution. Sans nous, vous n'êtes qu'une femme qui joue avec des plantes dans les bois. J'ai déjà envoyé la documentation à des collègues. S'il m'arrive quelque chose, rien ne vous arrivera si vous coopérez. Mais les choses pourraient devenir difficiles si vous continuez cette obstruction. Très difficile, en effet. Me menacez-vous, Monsieur Patton? Je vous offre une dernière opportunité d'être raisonnable. 2 millions de dollars pour vos recherches. Dernière offre. Pas intéressé. Alors vous le regretterez. Tout le monde a des faiblesses, docteur Mercé. Tout le monde a quelque chose à perdre. L'enregistrement prit fin. Maya resta assise, abasourdie, le lecteur de cassette toujours entre ses mains. Elle venait d'entendre Richard Patton menacer Joséphine Mercé quelques jours avant sa disparition. Ce n'était plus seulement une preuve circonstancielle. C'était un mobile, capturé par la propre voix de Patton. Le lendemain matin, Maya appela le docteur Chen pour la mettre au courant de la situation. « Ils agissent vite », dit le docteur Chen, l'air inquiet. « S'ils offrent autant d'argent, c'est qu'ils veulent désespérément récupérer les recherches de Joséphine avant que vous ne compreniez leur pleine valeur. » C'est-à-dire, exactement. D'après mon analyse préliminaire des formules que vous m'avez montrées, nous parlons de milliards. Un brevet sur un traitement efficace du syndrome de Cartur vaudrait au moins 5 à 10 milliards de dollars sur sa durée de vie, voire beaucoup plus. Maya se sentit prise de vertige face à ce chiffre. Que dois-je faire? J'ai parlé à une collègue spécialisée dans les brevets pharmaceutiques. Elle est prête à vous rencontrer, et je pense que nous devrions envisager de porter cette affaire devant le FBI. Si votre enregistrement prouve que Richard Patton a menacé Joséphine avant sa disparition, c'est une preuve dans une enquête potentielle pour meurtre. Avant que Maya ne puisse répondre, elle entendit Ethan appeler d'urgence de l'extérieur. « Maman, il y a un problème avec l'eau. » Maya se précipita dehors pour trouver Ethan au petit évier de la caravane, d'où coulait une eau brune et nauséabonde. « C'était bon tout à l'heure, » dit Ethan. Puis ça a soudainement changé. Sam examina le raccordement d'eau de la caravane, qui menait à un puits sur la propriété. « Quelqu'un a saboté le puits », conclut-il sombrement. « Ça ne s'est pas produit naturellement. » Ils découvrirent que le couvercle du puits avait été enlevé et trouvèrent rapidement des preuves que quelqu'un avait versé quelque chose dans leur approvisionnement en eau. Un bidon vide de produits chimiques industriels gisait, partiellement caché dans les buissons voisins. « Nous devons signaler cela à la police », insista Maya. « Nous le ferons, acquiesça samedi. Mais ne vous attendez pas à beaucoup d'aide. » Il avait raison. Le shérif local écouta leur rapport avec un scepticisme évident. Probablement juste des enfants qui font des farces, suggéra-t-il. Aucune preuve que quelqu'un de spécifique ait fait ça, mais nous allons y jeter un œil. Son dédain désinvolte rappela à Maya la façon dont la disparition de Joséphine avait été traitée, avec un minimum d'inquiétude ou d'effort. Plus tard dans la journée, Maya reçut un appel d'un numéro masqué. « Mademoiselle Coleman, c'est Richard Patton Jr. Je crois comprendre que vous avez refusé notre offre généreuse pour votre propriété. » Le cœur de Maya s'emballa, mais elle garda une voix ferme. « C'est exact. La maison n'est pas à vendre. Je pense que vous ne comprenez pas la situation. Nous ne sommes pas seulement intéressés par la maison.
Nous sommes intéressés par tout ce qui y est associé, y compris certains documents de recherche que vous auriez pu trouver. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mentit Maya. Ne jouons pas à des jeux. Mon père a passé des décennies à s'assurer que le travail du docteur Mercer reste enterré. Je suis prêt à être bien plus généreux qu'il ne l'a été. 1 million de dollars, mademoiselle Coleman, pour la maison et tout son contenu. Sans poser de questions. L'esprit de Maya vacilla devant le montant, assez d'argent pour assurer son avenir et celui d'Ethan pour toujours. Mais elle pensa à Joséphine, qui avait refusé une offre 2 fois plus importante parce qu'elle croyait en quelque chose de plus important que l'argent. La réponse est toujours non, dit fermement Maya. Il y eut une longue pause. J'admire votre conviction, mademoiselle Coleman, mais je me demande si vous avez pris en compte le bien-être de votre fils dans cette équation. Ethan. N'est-ce pas, avec son asthme? Vivre dans une région isolée, loin des soins médicaux. Les accidents arrivent. La Glatze envahit les Weines de Maya. Menacez-vous mon enfant? Je souligne simplement que les choix ont des conséquences, certaines plus immédiates que d'autres. Réfléchissez bien à ce qui compte le plus pour vous. L'appel prit fin, laissant Maya tremblante de rage et de peur. Cela avait dépassé les litiges immobiliers et le vol de recherche. Il menaçait Ethan. Quand Sam arriva plus tard, Maya lui raconta l'appel. Son visage s'assombrit de colère. « Nous devons protéger Ethan », dit-il immédiatement. « Lily aussi. Ils savent qu'elle a été ici. Devrions-nous partir? Juste aller ailleurs jusqu'à ce que ce soit résolu? » Sam réfléchit un instant. C'est peut-être exactement ce qu'ils veulent. Vous effrayez assez longtemps pour qu'ils puissent fouiller la propriété à fond. Non, je pense que nous devons rester et nous battre, mais intelligemment. Ma maison a un bon système de sécurité. Vous et Ethan devriez rester avec nous pour l'instant. Ce soir-là, alors que Maya et Ethan se préparaient à partir pour la maison de Sam, Ethan fit une découverte troublante. Son inhalateur ne fonctionnait pas correctement. Quand il essaya de l'utiliser, rien ne se passa, alors qu'il aurait dû être presque plein. Quelqu'un l'a trafiqué, réalisa Maya en examinant l'inhalateur. Le médicament à l'intérieur avait été vidé et remplacé par de l'eau. Maintenant complètement effrayée, Maya se précipita avec Ethan vers la voiture. Alors qu'elle tournait la clé dans le contact, Sam cria soudain. « Attendez, ne démarrez pas la voiture. » Il se laissa tomber au sol, regardant sous le véhicule, puis en ressortit avec une expression sombre. « Les conduites de frein ont été coupées. Si vous aviez descendu cette colline. » Les implications étaient terrifiantes. Ce n'était plus de l'intimidation d'entreprise. C'était une tentative de meurtre. Ils appelèrent à nouveau le shérif, qui cette fois prit le rapport plus au sérieux, mais semblait toujours réticent à reconnaître le lien avec Radcliffe Pharmaceuticals. « Vous suggérez qu'une société multimilliardaire essaie de vous tuer pour une vieille maison ?» demanda-t-il avec scepticisme. « C'est une accusation grave sans preuve tangible. » Et l'appel téléphonique menaçant, le sabotage de l'inhalateur de mon fils, les conduites de frein coupées, exigea Maya. Ce pourrait être des incidents sans rapport ou quelqu'un qui vous en veut personnellement. Nous allons enquêter, mais je dois être honnête, il sera difficile de relier cela à une grande entreprise sans preuve substantielle. Cette nuit-là, réfugiée chez Sam avec Ethan et Lily, Maya réalisa à quelle vitesse la situation avait dégénéré. Ils étaient passés de la découverte de recherches précieuses à être activement ciblés en quelques jours seulement. « Nous devons être proactifs », dit Sam alors qu'ils discutaient de leurs options. « S'ils sont prêts à aller aussi loin, ils n'arrêteront pas. » « J'ai pensé à cet enregistrement, » dit Maya. « C'est la preuve que Richard Patton a menacé Joséphine juste avant sa disparition. Le shérif local pourrait ne pas le prendre au sérieux. Le FBI, peut-être. Ça date de 30 ans, souligna Samedi. Et sans le corps de Joséphine, il pourrait toujours traiter ça comme une affaire de personne disparue, pas un meurtre. Et si nous pouvions la retrouver, suggéra Maya. Et si elle avait laissé d'autres indices sur l'endroit où chercher. Le lendemain, pendant que Sam restait avec les enfants, Maya retourna à la propriété avec Iris, qui avait mieux connu Joséphine que quiconque vivant encore dans la région. Joséphine était méthodique, se souvint Iris alors qu'elle parcourait la propriété envahie par la végétation.
Elle aurait eu un système, un plan de secours. Si quelque chose lui arrivait. Elle a mentionné un emplacement secondaire dans son journal. Nous avons trouvé son laboratoire, mais il pourrait y avoir autre chose. Elles explorèrent systématiquement la propriété, cherchant toute structure ou cachette qu'elles auraient pu manquer. Ce fut Iris qui remarqua quelque chose d'étrange à propos du vieux puits. Ce puits était là quand Joséphine a acheté l'endroit. Mais je ne me souviens pas de ce motif de pierre autour du bord. Elle a dû le reconstruire à un moment donné. Les pierres autour du bord du puits formaient un motif qui, vu d'en haut, ressemblait à une rose des vents. Une pierre était d'une couleur légèrement différente des autres, marquant ce qui serait le nord dans le motif. Ça pointe vers quelque chose, réalisa Maya. En suivant la direction, elles arrivèrent à un énorme vieux chêne en bordure de la propriété. L'arbre ne montrait aucun signe évident de cacher quoi que ce soit, mais quand Maya en fit complètement le tour, elle remarqua une petite sculpture du côté opposé au puits. Les initiales JM et une petite flèche pointant vers le bas. Elle a enterré quelque chose ici, dit Maya, l'excitation montant. Elles se hâtèrent vers la caravane pour récupérer une pelle. Creuser était difficile dans le sol compacté autour des racines de l'arbre, mais à environ 60 cm de profondeur, la pelle de Maya heurta quelque chose de solide. Avec précaution, elles découvrirent un conteneur étanche, hermétiquement scellé contre les éléments. À l'intérieur, protégée par des couches de plastique, se trouvait une mallette étanche contenant une cassette vidéo étiquetée « Assurance », quelques documents et une lettre datée du 17 mai 1989, le lendemain de sa dernière entrée de journal, et probablement la veille de sa disparition. La lettre disait « À celui ou celle qui trouvera ceci, si vous lisez ceci, je crains que le pire ne soit arrivé. » Richard Patton a clairement indiqué qu'il ne reculerait devant rien pour acquérir mes recherches sur le syndrome de Cartur. La vidéo ci-jointe contient mon témoignage complet et les preuves de ces menaces. J'ai également inclus les coordonnées d'un emplacement dans la forêt domaniale où j'ai caché des doubles complets de toutes mes découvertes de recherche. Patton ne doit jamais trouver ce matériel. Si je disparais, ne faites pas confiance aux autorités locales. Richard a de l'influence partout. Porter ses preuves au niveau fédéral. Josephine Mercer. Les documents comprenaient une carte dessinée à la main avec des coordonnées menant à un endroit profond dans la forêt domaniale, à environ 50 km de là. Et, plus accablant encore, une série de photographies montrant Richard Patton sur la propriété, apparemment prises secrètement de l'intérieur de la maison. Sur une image, il semblait être en pleine dispute avec Joséphine sur son porche d'entrée. Nous devons trouver un magnétoscope pour cette cassette, dit Maya, et nous devons vérifier ses coordonnées. Avant qu'elles ne puissent partir, cependant, elles entendirent un véhicule remonter l'allée, la voiture du shérif, mais ce n'était pas une visite de routine. Le shérif avait l'air sombre. « Mademoiselle Coleman, je dois vous informer que le juge du comté a émis une injonction d'urgence vous interdisant d'occuper cette propriété en attendant la résolution des litiges de propriété. » Quoi ? C'est ridicule. J'ai acheté cette propriété légalement. Je ne fais que vous remettre l'ordonnance, madame. Vous avez 24 heures pour quitter les lieux. Après cela, vous serez considérée comme une intruse. Maya comprit ce qui se passait. Qui a demandé cette injonction ? Le shérif évita son regard. Cette information n'est pas incluse dans mes instructions. C'était Radcliffe Pharmaceuticals, n'est-ce pas ? Ou quelqu'un qui leur est lié. Je ne fais que mon travail, mademoiselle Coleman. Après le départ du shérif, Iris parut troublée. Le juge qui aurait émis cette ordonnance, le juge Harmon, il est dans la poche de Richard Patton depuis des décennies. Patton a financé sa première campagne dans les années 80. Maya sécurisa soigneusement leur découverte dans le camion de Sam avant de quitter la propriété. Il manquait de temps et d'options. Mais maintenant ils avaient quelque chose de concret. Des preuves reliant Richard Patton directement à Joséphine et des coordonnées vers ce qui pourrait être la dernière pièce du puzzle. Ce soir-là, un orage éclata, apportant des éclairs violents et de fortes pluies. Alors qu'il s'abritait dans la maison de Sam, Ethan devint soudain agité. « Maman, je continue de voir une femme près de la fenêtre. Elle essaie de me montrer quelque chose. »« Quelle femme, mon cœur ?» demanda Maya, inquiète. « La femme des photographies, celle qui vivait dans notre maison avant. Je l'ai vue la nuit dernière aussi, mais je pensais que je rêvais. »
Maya et Sam échangèrent des regards. Ethan pouvait-il voir l'esprit de Joséphine, ou son imagination lui jouait-elle des tours avec tout ce stress? Qu'est-ce qu'elle essaie de te montrer? Demanda Maya doucement. Quelque chose à propos des pommiers. Elle n'arrête pas de pointer vers le verger. Malgré la tempête, Maya et Sam décidèrent d'enquêter. Avec des imperméables et des lampes de poche, ils se dirigèrent vers le verger abandonné. Le vent sifflait autour d'eux tandis que les éclairs illuminaient les vieux pommiers noueux. Là, dit soudain Ethan, désignant le plus grand arbre au centre du verger. C'est là qu'elle pointait. L'arbre était ancien, son tronc épais et tordu. À sa base, partiellement visible dans le sol remué, se trouvait un autre conteneur similaire à celui qu'ils avaient trouvé près du chêne. À l'intérieur se trouvait un petit appareil que Maya ne reconnut pas au début. Un vieux microcassette enregistreur, du genre utilisé pour la dictée dans les années 1980. Et avec lui, une dernière note de Joséphine, 18 mai 1989. Richard Patton revient ce soir. Il a menacé de tout détruire si je ne coopère pas. C'est peut-être ma dernière chance d'enregistrer la vérité. S'il m'arrive quelque chose, que la vérité soit connue. La microcassette contenait un enregistrement de la voix de Joséphine, expliquant en détail ses recherches, les menaces croissantes de Patton et sa peur pour sa sécurité. Plus accablant encore, elle comprenait une conversation enregistrée où Patton menaçait explicitement sa vie. « On le tient », murmura Maya. « Après toutes ces années, on le tient. » Le lendemain matin, Maya passa 2 appels cruciaux. Le premier fut au docteur Chen, qui avait trouvé un avocat spécialisé en brevets prêt à aider à protéger les recherches de Joséphine. Le second fut au bureau local du FBI dans la ville la plus proche, où elle expliqua qu'elle avait des preuves relatives à un potentiel meurtre et à une conspiration d'entreprise datant de 30 ans. À la surprise de Maya, l'agent du FBI au téléphone parut immédiatement intéressé, en particulier lorsqu'elle mentionna Radcliffe Pharmaceuticals et Richard Patton. « Nous avons un dossier ouvert sur Patton depuis des années », expliqua l'agent. Des allégations d'espionnage industriel, de corruption de fonctionnaires et une implication présumée dans au moins 2 autres disparitions de chercheurs scientifiques. Mais nous n'avons jamais eu assez de preuves pour avancer. Si ce que vous avez est authentique. Ils convinrent que Maya rencontrerait des agents le lendemain. Pendant ce temps, la cousine de Sam, Andrea, l'avocate en droit immobilier, arriva pour examiner l'injonction contre la propriété de Maya. C'est juridiquement douteux au mieux, conclut Andrea après avoir examiné les documents. Le juge cite des erreurs de procédure qui n'existent pas réellement dans le code du comté. C'est une tactique dilatoire, pas une décision légitime. Pouvons-nous nous battre? Demanda Maya. Absolument. Mais cela prendra du temps, des semaines, voire des mois. En attendant, techniquement, vous ne pouvez pas rester sur la propriété. Avant qu'il ne puisse discuter davantage, le téléphone de Maya sonna. Un numéro inconnu auquel elle répondit avec prudence. « Mademoiselle Coleman, c'est Catherine Whelan du Journal national d'investigation. Je crois comprendre que vous avez fait des découvertes intéressantes sur Radcliffe Pharmaceuticals et une scientifique disparue nommée Joséphine Mercé. » Maya était stupéfaite. « Comment avez-vous entendu parler de ça? » Le docteur Ella Chen nous a contactés. Elle pensait que votre histoire méritait une attention nationale, pour votre sécurité. J'aimerais vous parler de ce que vous avez trouvé. L'implication d'une journaliste nationale changea radicalement la dynamique. Si l'affaire éclatait publiquement, Radcliffe aurait beaucoup plus de mal à opérer dans l'ombre. Catherine Whelan arriva plus tard dans la journée, une femme aux yeux vifs d'une 50aine d'années, avec des décennies d'expérience en journalisme d'investigation. Elle écouta l'histoire complète de Maya, examina les preuves qu'ils avaient rassemblées et prit des notes détaillées. « C'est explosif », conclut-elle. Une grande société pharmaceutique qui supprime une percée médicale, une scientifique brillante qui a disparu dans des circonstances suspectes, et maintenant des menaces contre une mère célibataire qui a découvert la vérité. Elle regarda Maya sérieusement. « Êtes-vous prête à affronter ce que la publication de cette histoire signifiera? Radcliffe vous attaquera avec tout ce qu'ils ont. » Ils le font déjà, souligna Maya. Au moins, de cette façon, la vérité sera connue quoi qu'il m'arrive. Je devrais tout vérifier indépendamment, avertit Catherine. Mais si ça tient la route, et je soupçonne que ce sera le cas,
Nous publierons l'article la semaine prochaine. En attendant, documentez tout est resté en sécurité. Le lendemain, Maya rencontra les agents du FBI, leur remettant des copies de toutes les preuves qu'ils avaient trouvées. Les agents étaient particulièrement intéressés par les enregistrements vocaux de Richard Patton et les coordonnées de l'emplacement dans la forêt domaniale. Nous enverrons une équipe pour enquêter sur ces coordonnées immédiatement, promit l'agent principal. S'il y a quoi que ce soit là-bas lié à Joséphine Mercé, nous le trouverons. 2 jours plus tard, Catherine appela avec des nouvelles. Nous publions l'article demain. Une mère de la campagne découvre une conspiration pharmaceutique vieille de plusieurs décennies. J'ai vérifié les qualifications de Joséphine, la validité de ses recherches et la présence de Richard Patton dans la région au moment de sa disparition. L'équipe de relations publiques de Radcliffe est déjà en mode panique, essayant d'anticiper. Quelques heures après la publication de l'article en ligne, il fut repris par les principaux médias du pays. Le téléphone de Maya commença à sonner constamment, des journalistes cherchant des commentaires, d'anciens collègues exprimant leur soutien, et même quelques menaces d'appelants anonymes. Plus significativement, le juge du comté annula soudainement son injonction sur la propriété de Maya, citant de nouvelles informations qui résolvaient les préoccupations procédurales. Puis le FBI appela avec des nouvelles qui changèrent tout. Nous avons trouvé des restes humains aux coordonnées fournies par Joséphine. L'identification préliminaire basée sur les dossiers dentaires confirme qu'il s'agit de Joséphine Mercé. Et il y a des preuves d'actes criminels, un traumatisme contondant au crâne. Après 30 ans, Joséphine Mercé avait été retrouvée. Et avec elle, la vérité sur ce qui s'était passé cette nuit de mai 1989. Richard Patton, maintenant octogénaire, fut emmené pour interrogatoire. En quelques jours, face à des preuves accablantes et aux témoignages d'un ancien agent de sécurité de Radcliffe présent cette nuit-là, Patton fut inculpé du meurtre de Joséphine. L'histoire domina les gros titres nationaux. Un titan de la pharmacie inculpé dans le meurtre d'une brillante scientifique noire en 1989. Justice après 30 ans, l'affaire Joséphine Mercé. La découverte d'une mère rurale mène à l'arrestation d'un milliardaire. L'action de Radcliffe Pharmaceuticals chuta alors que toute l'histoire émergeait. Plusieurs cadres furent impliqués dans la dissimulation qui avait duré des décennies, et la société fit face à des enquêtes fédérales sur d'autres crimes potentiels. Pendant ce temps, avec l'aide des contacts du Dr Chen, Maya déposa des demandes de brevets pour la formule de Joséphine, désignant Joséphine comme l'inventrice principale et elle-même comme l'exécutrice de la découverte. La demande de brevet précisait spécifiquement que le traitement devait être mis à disposition à des prix abordables, honorant l'intention originale de Joséphine. 6 mois plus tard, la transformation était remarquable. La ferme avait été partiellement restaurée avec l'aide de bénévoles de la communauté, inspirés par l'histoire. Sam avait coordonné les efforts, faisant appel à des amis et collègues pour donner de leur temps et des matériaux. Maya avait créé la fondation Joséphine Mercé, dédiée à la recherche sur les médecines naturelles et à la fourniture de soins de santé aux communautés mal desservies. La fondation était financée par des accords de licence avec des fabricants pharmaceutiques éthiques qui avaient accepté de produire le traitement du syndrome de Cartur de Joséphine à des prix accessibles. La propriété envahie par la végétation avait été défrichée pour révéler les vastes jardins médicinaux de Joséphine, maintenant reconnus par les experts botanistes comme contenant des variétés de plantes rares qu'elle avait cultivées des décennies avant son temps. Ethan, dont l'asthme s'était mystérieusement amélioré après avoir passé du temps sur la propriété, guidait des visites pour les personnes intéressées à en apprendre davantage sur les plantes médicinales. Richard Patton avait été reconnu coupable de meurtre au 2e degré et de complot. Condamné à passer ses dernières années en prison, le système judiciaire avait finalement fonctionné, bien que des décennies trop tard pour Joséphine Mercé. À l'occasion du 1er anniversaire de l'achat de la propriété par Maya, une célébration fut organisée à la ferme, désormais connue localement sous le nom de « Jardin Mercé ». La communauté se rassembla pour commémorer à la fois l'héritage de Joséphine et le nouveau départ que son travail avait créé. Maya se tenait sur le porche d'entrée, regardant ce qui avait été autrefois une propriété abandonnée et maudite, maintenant transformée en un lieu de guérison et d'espoir. Sam se tenait à ses côtés, leur relation s'étant approfondie, passant de l'amitié à quelque chose de plus au fil des mois de lutte partagée. « Aurais-tu cru que c'était possible il y a 1 an ?» demanda Sam en lui prenant la main. « Jamais,
admit Maya. J'étais juste désespérée d'avoir un toit au-dessus de nos têtes. Je n'aurais jamais imaginé. Elle s'interrompit, remarquant quelque chose à la fenêtre de l'étage de la maison. Un bref scintillement de mouvement, comme si quelqu'un était passé. Mais la maison était vide. Tout le monde était dehors pour la célébration. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités et qu'Ethan se fut endormi, Maya s'assit seule dans ce qui avait été le bureau de Joséphine, maintenant restauré avec ses livres et ses documents de recherche exposés. « Merci, dit-elle doucement à la pièce vide, de m'avoir choisi pour trouver votre travail, de m'avoir fait confiance pour terminer ce que vous aviez commencé. » Une douce brise bruissa à travers la fenêtre ouverte, apportant l'odeur de lavande et d'herbe du jardin. Pendant un instant, Maya sentit une présence à côté d'elle, non pas effrayante, mais paisible, vigilante, fière. La brise se calma et Maya fut de nouveau seule. Mais elle savait qu'elle ne serait jamais vraiment seule dans cette maison. L'esprit de Joséphine, son héritage, serait toujours là, guidant le prochain chapitre de l'histoire qui avait commencé par un pari désespéré sur une maison abandonnée. Une maison qui était devenue bien plus qu'une simple maison. Elle était devenue une seconde chance pour Maya et Ethan, pour le travail révolutionnaire de Joséphine, et pour d'innombrables patients qui bénéficieraient désormais d'une découverte presque perdue à cause de la cupidité et de la violence des entreprises. Maya sourit en éteignant la lumière, prête à affronter tout ce que demain pourrait apporter.